Ma mère m'appelle à l'aube, m'ordonnant d'être muette au dîner de fiançailles de mon frère, car le père est magistrat et je fais toujours honte. J'acquiesce, un sourire en coin. Mais pendant le toast, le juge m'interpelle directement, « Qui êtes-vous pour eux ?» Plongeant la salle dans un silence glacial. Mon téléphone sonne à 2 heures du matin. La voix de ma mère fend l'obscurité comme une lame, « Demain. La famille de la fiancée de ton frère vient dîner. Tu peux venir, mais garde la bouche fermée. » Je m'assois dans mon lit. Pourquoi ? Son père est juge à la cour d'appel. Ne nous fais pas honte comme tu le fais toujours. Je souris dans le noir. C'est compris. Ce soir-là, pendant le toast, le juge s'arrête juste devant moi, et ce qu'il dit ensuite plonge toute la table dans un silence de mort. Je m'appelle Amélie Dancourt. J'ai 34 ans. Et voici l'histoire de la nuit où le château de mensonges si soigneusement bâti par ma famille s'est effondré lors d'un dîner. Tout cela parce qu'un homme a posé une simple question. J'ai grandi à Provins, en Seine-et-Marne. Une de ces petites villes où tout le monde connaît votre nom, vos notes à l'école, et ce que votre mère a dit de vous au supermarché mardi dernier. Et ce que ma mère dit de moi n'est jamais très élogieux. Patricia Dancourt a 2 enfants. Mais à l'entendre parler, on croirait qu'elle n'en a qu'un seul, Baptiste. Baptiste qui est si charmant. Baptiste qui a un si bon contact avec les gens. Baptiste qui illumine chaque pièce dans laquelle il entre. Moi, je suis celle qui doit toujours argumenter. J'ai 7 ans la première fois que je remarque la cheminée du salon. 5 photos encadrées de Baptiste, son club de foot, sa photo de classe, nos vacances en famille, la chorale, sa fête d'anniversaire. Une seule photo de moi, cachée derrière un vase, où il faut déplacer les fleurs pour pouvoir la voir. J'ai 17 ans quand j'obtiens mon bac avec la mention très bien, 2e de mon lycée. Patricia ne vient pas à la remise des diplômes. Baptiste a un match de foot. Il reste assis sur le banc pendant tout le match. Il n'est que remplaçant, mais ma mère est dans les gradins, acclamant un garçon qui ne quitte jamais le banc de touche, pendant que je traverse une estrade toute seule. J'obtiens une bourse d'excellence pour ma licence, puis une prise en charge totale pour mon école d'avocat. Je rembourse moi-même mes prêts étudiants. Je n'ai jamais demandé un seul euro à ma famille. Et Patricia dit aux voisins que j'ai abandonné mes études et que j'ai déménagé. Elle ne dit pas où. Elle ne dit pas pourquoi. Elle laisse simplement le silence faire son œuvre. Et dans une petite ville, le silence est une histoire en soi. Mais je continue d'appeler tous les dimanches, d'envoyer des cartes d'anniversaire, de faire 2 heures de route depuis Paris pour le réveillon de Noël, seulement pour entendre Patricia ramener chaque conversation sur Baptiste avant même que j'aie pu finir une phrase. Je continue de venir. Je continue d'espérer, jusqu'à ce qu'un téléphone sonne à 2 heures du matin. Laissez-moi vous parler de Baptiste. Mon frère a 29 ans, 5 ans de moins que moi, et il a ce genre de sourire facile qui fait que les gens lui font confiance avant même qu'il ne prononce un mot. Il vend des voitures dans une concession près de Melun. Pas des voitures de luxe, des berlines classiques. Il est vendeur. Assez bon, mais pas spectaculaire. Mais si vous demandez à Patricia, Baptiste est directeur commercial régional. Baptiste est pressenti pour une promotion majeure. Baptiste vient de conclure un contrat énorme. Rien de tout cela n'est vrai, mais Patricia le dit avec une telle conviction que même Baptiste commence à y croire. À Noël dernier, je fais 2 heures de route pour m'asseoir à la table familiale. Patricia me prend à part avant le dîner. Ne parle pas de travail ce soir. Baptiste traverse une période difficile. J'accepte. Je me tais. Et pendant les 3 heures qui suivent, Baptiste parle de ses gros contrats sans que personne ne me pose une seule question. Pas une. Je fais la vaisselle toute seule ensuite. Patricia a un compte Instagram. Elle publie des photos de Baptiste avec des légendes du genre, tellement fière des étapes importantes de la carrière de mon fils, ce garçon ira loin. Un soir, je fais défiler tout son fil d'actualité. 2 ans de publication. Mon nom n'y apparaît pas une seule fois. Je pose mon téléphone et fixe le plafond de mon appartement à Paris.
L'appartement que je paie grâce à la carrière dont elle feint d'ignorer l'existence. Je n'ai pas besoin qu'elle se vante de moi. Je n'ai pas besoin d'une légende ou d'un hashtag. J'ai juste besoin qu'elle arrête de m'effacer. Mais Patricia ne m'efface pas parce qu'elle me déteste. Ce serait presque plus simple. Elle m'efface parce que mon existence complique l'histoire qu'elle raconte. Et elle aime cette histoire plus qu'elle n'aime la vérité. Je suis avocate en contentieux au cabinet Lefebvre et Martin depuis 8 ans. Droit public, discrimination au travail, liberté fondamentale, le genre de travail où l'on se tient dans un tribunal pour défendre des gens à qui on a dit qu'ils ne comptaient pas, et où l'on fait en sorte que le dossier prouve le contraire. Il y a 5 mois, j'ai plaidé une affaire au tribunal judiciaire de Paris. Le président de séance était Richard Leroy, cheveux argentés, regard perçant, connu pour diriger une salle d'audience d'une main de maître et pour n'avoir aucune patience avec les avocats mal préparés. C'est une affaire complexe de droit civique. La partie adverse est représentée par l'associé d'un cabinet 3 fois plus grand que le nôtre. Je suis l'avocate principale. Je suis terrifiée, mais je me prépare. Je me prépare jusqu'à ce que mes notes aient des notes, et que mes notes de notes aient des intercalaires à code couleur. Et quand je me lève pour ma plaidoirie, un déclic se produit. Les mots sortent clairs et précis, et je vois le juge Leroy se pencher en avant, non pas parce qu'il est d'accord avec moi, mais parce qu'il m'écoute. Nous gagnons. Plus tard, dans le couloir, Leroy m'arrête. Maître Dancourt, dit-il. C'était l'une des plaidoiries les plus précises que j'ai entendues cette année. Il me serre la main. Puis il s'éloigne, et je reste plantée dans ce couloir en marbre, essayant de ne pas pleurer. Je n'en parle pas à Patricia. Ça ne sert à rien. La dernière fois que j'ai mentionné mon travail au téléphone, elle m'a coupé au milieu d'une phrase. Personne n'a vraiment envie d'entendre parler de trucs juridiques, Amélie. Ensuite, elle a passé 40 minutes à me raconter que Baptiste avait reçu un compliment d'un client. Alors, je garde cette victoire pour moi. Je garde la poignée de main du juge pour moi. Je garde tout ça dans un endroit calme, à l'abri. Je suis loin de me douter que le juge qui m'a serré la main est le père de la femme que mon frère s'apprête à épouser. L'appel arrive un jeudi, à 2 heures du matin. Je suis au lit, lumières éteintes, réveil réglé sur 6 heures parce que j'ai une audition à 9 heures. Mon téléphone s'allume sur la table de nuit. Maman. Mon cœur fait ce qu'il fait toujours, il bondit, parce qu'un appel à 2 heures du matin de sa mère signifie que quelqu'un est mort ou à l'hôpital. Je décroche. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal. Sa voix est sèche, professionnelle. Demain soir, la famille de la fiancée de Baptiste vient dîner à la maison. Tu devrais être là. Je soupire de soulagement. Personne n'est mort. D'accord, je prendrai la route après le travail. Bien. Mais Amélie. Elle fait une pause. Garde la bouche fermée. Pardon. Son père est juge à la cour d'appel. Il est important. Ne nous fais pas honte comme tu le fais toujours. Je reste assise dans le noir, le téléphone pressé contre mon oreille, et je sens ce vieux poids familier s'installer sur ma poitrine. Je t'ai entendu. Je serai là. Encore une chose. Si quelqu'un te demande ce que tu fais, dis que tu travailles dans un bureau. Ne mentionne pas le droit. Ne mentionne pas le cabinet. Fais simple. Je reste silencieuse pendant un long moment. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de toi, Amélie. C'est la soirée de Baptiste. Peux-tu, pour une fois, ne pas tout ramener à toi? Je ferme les yeux. Je pourrais me disputer. Je pourrais demander pourquoi ma propre carrière doit être cachée à la table de ma propre famille, mais il est 2 heures du matin et j'ai ce débat depuis 34 ans. D'accord, dis-je. Je raccroche, je fixe le plafond, et pour la première fois de ma vie, je commence à me demander ce que ma mère cache exactement. Le vendredi après-midi, je quitte le bureau à 16 heures, je troque mon tailleur d'avocate contre d'autres vêtements et je prends l'autoroute A4 en direction de l'Est. 2 heures jusqu'à Provins. J'ai fait ce trajet des centaines de fois. Passer les zones commerciales, passer les champs,
Passer la sortie où je pense toujours à faire demi-tour sans jamais le faire. La radio est éteinte. Je réfléchis. Je pense à la fête des mères d'il y a 3 ans, quand j'ai envoyé des fleurs et une carte écrite à la main, et que Patricia m'a appelé pour me dire « Baptiste m'a apporté le petit déjeuner au lit, n'est-ce pas adorable ?» Aucune mention des fleurs. Je les ai trouvées à la poubelle 2 semaines plus tard lors d'une visite. Je pense à la fois où j'ai payé la réparation de son toit après la tempête. J'ai fait le chèque, engagé l'entrepreneur, vérifié que c'était bien fait. Quand les voisins ont posé des questions, Patricia leur a dit qu'un ami l'avait aidé. Pas sa fille. Un ami. Je pense à il y a 6 mois, le soir où j'ai gagné la plus grosse affaire de ma carrière. J'ai appelé à la maison, folle de joie. Patricia m'a écouté pendant peut-être 15 secondes. C'est bien, chérie. Oh, Baptiste vient de recevoir un compliment d'un gros client, il monte vraiment en grade. Je serre le volant plus fort. Je m'arrête dans une station-service près de Fontenay-Trésigny. Je fais le plein. Je vérifie mon reflet dans la vitre. J'ai choisi ma tenue avec soin ce soir. Chemisier en soie bleu marine, pantalon tailleur, ma belle montre. Professionnel mais pas tapa accent grave-l'œil. Et je remarque la veste de blazer suspendue derrière mon siège. Je l'ai choisie ce matin sans réfléchir au pourquoi. Mais en me tenant là maintenant, je sais que je ne veux pas ressembler à la personne que ma mère leur a décrite. Un dîner tranquille. C'est tout ce que ça doit être. Un dîner pour Baptiste. Je reprends la route. Le soleil descend derrière les plaines de la Brie. Je continue de rouler. J'arrive avec 1 heure d'avance. Patricia m'accueille à la porte. Coiffure fraîchement laquée, nouvelle boucle d'oreille en perles. Le genre de sourire qu'elle arbore quand elle gère une situation. Entre. Il faut qu'on parle avant qu'il n'arrive. Elle me fait traverser la maison comme un metteur en scène qui règle une scène. Je m'assois ici. Je ne m'assois pas à côté du juge. Je ne parle pas de Paris à moins qu'on me le demande, et si on me le demande, je reste vague. Si quelqu'un te demande ce que tu fais, dit-elle en redressant une serviette, tu dis que tu travailles dans l'administration d'un bureau. Tu fais de la paperasse. Rien de spécial. Je me tiens dans l'encadrement de la porte de la salle à manger. Maman, je suis avocate. Pourquoi dois-je mentir ? Elle se retourne brusquement vers moi. Parce que ce n'est pas ta soirée, Amélie. C'est la soirée de Baptiste. Peux-tu, pour une fois dans ta vie, ne pas tout ramener à toi ? Je regarde par-dessus son épaule. Denis, mon père, est assis dans son fauteuil dans le salon, le journal ouvert, les yeux soigneusement fixés sur les pages de l'équipe. Il ne lève pas les yeux. Il n'a pas levé les yeux depuis 34 ans. La porte d'entrée s'ouvre. Baptiste entre. Pantalon chino, polo, cheveux gominés en arrière. Il me voit. Il sourit de ce sourire qu'on adresse à quelqu'un dont on est vaguement content qu'il soit venu. Salut Serette, content que tu aies pu venir. Il baisse la voix. Maman t'a expliqué les règles, hein ? Ça y est. Il sait. Et ça ne le dérange pas. Je l'ai entendu, dis-je. C'est juste pour ce soir. Ce n'est pas la mer à boire. Je regarde mon petit frère, le garçon à qui je lisais des histoires avant de dormir. Le garçon que j'emmenais à l'entraînement de foot quand Patricia avait des migraines. Il me demande de m'effacer pour son confort, et il ne s'y même pas. Je ne mentirai pas si quelqu'un me pose la question directement, dis-je. Baptiste hausse les épaules. Personne ne va demander. La salle à manger ressemble à une double page de magazine. Patricia s'est surpassée. Le lustre diffuse une lumière chaude et tamisée. Nappe en lin blanc, fleurs fraîches dans un vase en cristal, la belle vaisselle qui ne sort que lorsqu'elle est en représentation. Elle a fait appel à un traiteur. Je compte les chaises. 8. Les marque-places sont écrits à la main avec la calligraphie soignée de Patricia. Je trouve le mien au bout de la table, à une place du coin, aussi loin du centre que possible sans être assise dans la cuisine. Celui de Baptiste est à côté de celui de Manon.
Celui de Patricia est directement en face de l'endroit où s'assoira le juge. La géométrie du pouvoir, disposée à l'encre de Chine. La sonnette retentit. Manon arrive en premier, seule. Elle a conduit devant ses parents. Elle a 28 ans, des cheveux auburn, des yeux chaleureux, le genre de personne qui vous fait vous sentir remarqué dès qu'elle vous regarde. Elle me voit et me tend la main. Vous devez être Amélie. Baptiste m'a parlé de vous. Vous vivez à Paris, c'est ça? Qu'est-ce que vous y faites? J'ouvre la bouche. Patricia se matérialise à mon coude comme si elle s'était téléportée. Oh, Amélie fait du travail administratif. Rien de très excitant. Elle prend le bras de Manon et l'éloigne. Alors, ma chérie, fais-moi voir cette bague. Baptiste a tellement bon goût. La bague est modeste, un petit diamant sur un fin anneau d'or. Patricia la complimente comme si c'était le diamant Hope. Manon sourit, mais alors que Patricia la guide vers la cuisine, elle jette un regard en arrière vers moi. Juste un regard, rapide, mais je le capte. C'est le regard de quelqu'un qui prend une note mentale. Je reste seule dans la salle à manger. Le lustre bourdonne au-dessus de moi. Les fleurs sentent cher, et je réalise que toute cette soirée a été conçue, chaque serviette, chaque siège, chaque réponse scénarisée, pour que je disparaisse. 19 heures précises. La sonnette retentit et Patricia flotte vers l'entrée comme si elle avait répété sa démarche. Richard Leroy entre le premier. Il est plus grand que dans mes souvenirs au tribunal. Cheveux argentés, épaules carrées, la posture d'un homme habitué à ce que les pièces fassent silence quand il y pénètre. Derrière lui, Marguerite Leroy, élégante, posée, avec ce genre de regard aiguisé et fixe à qui rien n'échappe. Patricia se lance dans ses présentations. Richard, Marguerite, bienvenue. Voici mon mari, Denis. Denis serre les mains. Ne dit presque rien. Et voici, rayonne Patricia en tirant Baptiste vers l'avant, mon fils Baptiste, directeur commercial régional. Il s'en sort tellement bien. Nous sommes si fiers. Baptiste tend la main, sourit de son sourire facile. Richard la serre, poli mais mesuré. Puis Patricia se tourne vers moi. Une fraction de seconde de pause, un changement dans sa voix, plus légère, plus rapide, comme si elle lisait une note de bas de page. Et voici Amélie, ma fille. Elle travaille dans un bureau à Paris. Richard me serre la main. Sa poigne est ferme. Et puis il s'arrête. Il prolonge la poignée de main une seconde de trop. Son front se plisse très légèrement, comme il le fait à l'audience quand un élément du dossier ne colle pas. Dancourt, dit-il lentement. Amélie Dancourt. Mon pouce accélère. Je connais ce regard. Je l'ai vu de l'autre côté d'une salle d'audience. Le rire de Patricia éclate, clair et rapide. Bon, tout le monde, asseyons-nous. Le repas est presque prêt. Elle passe son bras sous celui de Richard et le guide vers la table avec l'efficacité d'un agent de la circulation. Mais Richard se retourne vers moi alors qu'on l'éloigne. Ses yeux restent plantés dans les miens pendant 3 bonnes secondes. Je m'assois à mon coin assigné, je déplie ma serviette, et pendant les 20 minutes qui suivent, je sens son regard revenir sur moi, encore et encore. Le dîner commence. Patricia dirige la table comme un chef d'orchestre. Baptiste a conclu 3 gros contrats ce trimestre, dit-elle en passant la corbeille de pain. Son manager dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un avec un tel talent naturel pour les relations clients. Baptiste acquiesce en souriant. Il ne la corrige pas. Il ne la corrige jamais. Denis mâche silencieusement. Je mâche silencieusement. Nous sommes les spectateurs du one-woman show de Patricia, et nous connaissons tous les deux nos rôles. Richard écoute. Marguerite écoute. Ils sont polis, attentifs même. Mais je remarque que les yeux de Marguerite scrutent la pièce. Elle observe Patricia me couper la parole quand je tends le bras vers le saladier. Elle observe Patricia détourner la conversation loin de moi, 2 fois en 3 minutes. Amélie, sois un ange, va vérifier le four pour moi. Je me lève, je vérifie le four. Rien n'a besoin d'être vérifié. Amélie,
tu pourrais aller chercher l'eau pétillante dans le frigo? Je me lève à nouveau, je prends l'eau, je me rassois. La troisième fois, j'ouvre la bouche juste pour complimenter les pommes de terre sautées. Patricia parle par-dessus moi. Richard, avez-vous vu les photos du séminaire d'entreprise de Baptiste? Il a tout organisé. Marguerite pose doucement sa fourchette, presque nonchalamment, et dit, Patricia, j'aimerais beaucoup entendre Amélie nous parler d'elle. La table devient silencieuse pendant une demi-seconde. Le sourire de Patricia ne vacille pas, mais ses yeux, si. Oh, Amélie est très discrète, dit-elle, lisse comme un miroir. Elle n'aime pas parler d'elle. N'est-ce pas, chérie? Tout le monde me regarde. Je sens la chaleur monter dans ma poitrine. Je sens 34 ans de mots ravalés pressés contre mes dents. Et je regarde ma mère, son rouge à lèvres parfait, son sourire répété, sa main de fer sur chaque phrase prononcée dans cette pièce, et je dis, ça ne me dérange pas du tout. La main gauche de Patricia se crispe sur sa serviette. Manon se penche vers moi de l'autre côté de la table, avec une curiosité sincère sur le visage. Alors, Amélie, vous aimez vivre à Paris? J'ai entendu dire que le quartier de Saint-Germain est magnifique en automne. Je me détends un peu. C'est juste une conversation. Une conversation humaine normale. J'adore. Mon bureau est tout près du tribunal. Alors. Patricia tousse, fort, sec. Le genre de tout qui n'en est pas une. Amélie, pourrais-tu aller chercher plus d'eau dans la cuisine? Je crois qu'on est presque à sec. Nous ne sommes pas du tout à sec. La bouteille que j'ai apportée il y a 10 minutes est encore pleine aux 3/4. Tout le monde peut le voir. Je m'arrête au milieu de ma phrase, je me lève, je marche vers la cuisine. Patricia me suit à l'intérieur. La porte battante n'a même pas fini de bouger qu'elle est déjà devant mon visage. La voix baissée en un murmure si tendu qu'il pourrait couper du verre. Qu'est-ce que tu fais? Manon m'a posé une question. Je répondais. Tu as dit tribunal. Je t'avais dit de ne rien mentionner à propos des cours, du droit, de tout ça. Maman, j'ai dit que mon bureau était près du tribunal. C'est de la géographie. Je te connais, Amélie. Son doigt se lève à 2 centimètres de mon visage. Tu trouves toujours un moyen de tout ramener à toi. Ne t'avise pas de gâcher ça pour ton frère. Je reste là, tenant le pichet d'eau dont elle n'avait pas besoin que je remplisse, regardant la femme qui m'a mise au monde, qui tremble, non pas de colère, mais de quelque chose qui ressemble plus à de la terreur. Elle n'est pas furieuse que j'ai failli dire la mauvaise chose. Elle est terrifiée à l'idée que toute sa mise en scène ne tienne qu'à une phrase honnête de s'effondrer. Et pour la première fois, debout dans cette cuisine, je ne me sens pas blessée. Je me sens lucide. Je vais aller me rasseoir, dis-je doucement. Elle s'écarte. Je retourne à table. Le plat principal arrive. Le traiteur dépose des assiettes de saumon en croûte d'herbe. Et Patricia commente chaque plat comme une présentatrice d'émission culinaire. Mais Richard Leroy ne s'intéresse pas au saumon. Il s'intéresse à moi. Amélie, dit-il, coupant court au monologue de Patricia sur les références du traiteur. Depuis combien de temps êtes-vous à Paris? Environ 8 ans. 8 ans. Il hoche lentement la tête. C'est long. Dans quel quartier? La fourchette de Patricia se fige à mi-chemin de sa bouche. Richard, aimeriez-vous voir des photos de Baptiste quand il était petit? Il était le plus mignon des. Peut-être plus tard, Patricia. Richard ne la regarde pas. Ses yeux restent fixés sur moi. 8 ans à Paris à faire du travail administratif. Vous devez bien connaître le quartier de l'île de la Cité. Ce n'est pas une question innocente. L'île de la Cité, c'est là que se trouve le palais de justice. Il ne fait pas la conversation. Il me teste, et nous le savons tous les deux. Je croise son regard. Un réflexe de prétoire. On ne détourne pas le regard face à un juge. Oui, monsieur le président. Je connais très bien ce quartier. Il acquiesce très lentement. Puis il jette un coup d'œil à Marguerite. Elle lui rend son regard.
L'un de ces échanges de couples mariés qui portent toute une conversation en une seule seconde. Marguerite prend son verre de vin, boit une gorgée, le repose. Elle regarde Patricia, puis moi, puis à nouveau Patricia. Quelque chose change derrière ses yeux. Pas de la suspicion, exactement, mais le démantèlement systématique et minutieux d'une hypothèse sous la table. Mes mains sont calmes, mais mon cœur bat la chamade parce que je sais ce que Richard Leroy sait. Et je sais qu'il sait que je sais. Et la seule personne à cette table qui ne sait pas ce qui se trame est la femme assise en bout de table, souriant comme si elle avait le contrôle total de la situation. Baptiste s'adosse à sa chaise, son verre de vin à la main, se réchauffant à son public. Vous savez, Amélie était une enfant tellement bizarre en grandissant. Toujours à lire, toujours dans sa chambre, elle ne voulait jouer avec personne. Patricia rit. Ce rire de représentation. La tête penchée, la main sur la poitrine. C'est vrai. Amélie a toujours cru qu'elle était plus intelligente que tout le monde. Dieu merci, elle s'est calmée depuis. J'observe le visage de Manon. Son sourire vacille. Elle me regarde, non pas avec pitié, mais avec quelque chose de plus aiguisé. De la reconnaissance. Marguerite pose sa fourchette. Le doux cliquetis de l'argent sur la porcelaine est le seul son pendant une seconde entière. Denis fixe son assiette. Il a fixé son assiette toute la soirée. Mon père, ce papier peint humain. Je ne dis rien. Mes mains sont croisées sur mes genoux. Ma mâchoire est assez serrée pour casser une noix, mais mon visage ne montre rien. 8 ans d'entraînement au tribunal, à me tenir devant des juges hostiles et des avocats adverses qui veulent vous faire tressaillir, m'ont appris exactement comment m'asseoir dans un silence conçu pour vous enterrer. Richard observe tout cela. Il observe Patricia rire de sa propre blague. Il observe Baptiste en rajouter. Il observe Denis disparaître. Et il m'observe, toujours posé, complètement seul à une table remplie de ma propre famille. Puis, il attrape son verre, et le tapote avec son couteau. Un tintement clair. J'aimerais dire quelques mots, annonce-t-il. Le visage de Patricia s'illumine. C'est le moment qu'elle attendait. L'illustre magistrat portant un toast à son fils en or, validant chaque mensonge qu'elle a raconté. Bien sûr, dit-elle en joignant les mains. Nous serions ravis. Richard se lève, boutonne sa veste, et commence à marcher lentement autour de la table, se dirigeant droit vers moi. Juste un instant, je suis assise à cette table, la mâchoire serrée, à écouter ma propre mère dire à un magistrat que je n'ai rien de spécial. Et le pire, c'est qu'elle ne sait pas ce qui va se passer. Mais avant de vous le dire, si cette histoire résonne en vous, si vous vous êtes déjà assis à une table où votre propre famille vous a fait vous sentir invisible, laissez un commentaire tout de suite. Dites-moi, qu'auriez-vous fait? Et cliquez sur ce bouton d'abonnement, car la suite des événements, vous allez vouloir en entendre chaque mot. Richard tient son verre et parle avec la précision tranquille d'un homme qui gagne sa vie en mesurant chaque mot. D'abord, à Manon, ma fille. Tu as toujours eu cette capacité remarquable à voir les gens clairement, même quand ils préféreraient ne pas être vus. C'est un don, et il te servira bien. Manon sourit. Marguerite lui serre la main. Et à Baptiste. Richard se tourne vers lui. Bienvenue. Je crois aux secondes impressions. Ce dîner devait être le nôtre. Baptiste hoche la tête, l'air ravi. Le sourire de Patricia est radieux. Le sourire d'une femme dont le plan se déroule à la perfection. Elle passe la main sous la table et serre la main de Denis. Il réagit à peine. Richard parle de famille, d'honnêteté, des fondations de la confiance. La fondation de toute famille, dit-il, c'est l'honnêteté. Sans elle, tout est construit sur du sable. J'ai passé 30 ans sur le banc des magistrats, et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la vérité finit toujours par voir la lumière du jour. Peu importe les efforts déployés pour la garder dans l'ombre. Patricia hoche la tête, inconsciente de ce qui se passe. Je fixe mon verre d'eau. Je compte les minutes. Encore 20, peut-être 25. Ensuite, je pourrai m'excuser, reprendre la route pour Paris, et mettre 2 heures d'autoroute entre moi et cette table.
Je planifie déjà ma sortie. La poignée de main polie, la bise rapide à Baptiste, le merci pour cette charmante soirée qui ne veut rien dire. Je suis presque tiré d'affaire. Puis Richard s'arrête net. Il marchait lentement autour de la table tout en parlant. Une vieille habitude de tribunal, comme lorsqu'on s'approche du box des jurés. Et maintenant, il s'est arrêté juste à côté de ma chaise. Il me regarde de haut. La pièce s'en rend compte. Une par une. Toutes les têtes se tournent. Je dois dire, dit doucement Richard. Je suis surpris de vous voir ici. 12 mots, et l'air quitte la pièce. Patricia rit. Trop vite, trop fort. Oh, Amélie est ma fille. Bien sûr qu'elle allait être là. Richard ne regarde pas Patricia. Il me regarde moi, et seulement moi. Et son expression n'est pas vraiment de la surprise. C'est le regard que je lui ai vu sur le banc quand le témoignage d'un témoin ne correspond pas aux preuves. Ce regard patient et mesuré qui dit « Je vais vous donner une chance d'expliquer ça ». « Qui êtes-vous pour eux, au juste ?» demande-t-il, sans méchanceté, presque doucement. « Parce que l'Amélie Dancourt que je connais. » Il laisse sa phrase en suspens. Le silence est absolu. Personne ne mâche. Personne ne respire. Les yeux de Manon font des allers-retours entre moi et son père. Le verre de vin de Baptiste est figé à mi-chemin de ses lèvres. Denis lève les yeux de son assiette pour la première fois de la soirée. Le sourire de Patricia est toujours collé à son visage, mais il se fissure sur les bords. Un masque de porcelaine avec une fine fêlure qui court en plein milieu. « Richard, dit-elle prudemment. Je pense que vous confondez Amélie avec quelqu'un d'autre. » Je ne crois pas. Sa voix est douce mais définitive. La voix d'un homme qui soutient des objections pour gagner sa vie. La fêlure s'ouvre grand. La main de Marguerite se porte à sa bouche. Manon se tourne vers moi, les yeux écarquillés. Le verre de Baptiste atterrit finalement sur la table avec un bruit sec. Denis ferme les yeux. Et Patricia, ma mère, la femme qui a construit toute une soirée sur le principe que je n'étais personne, fixe Richard Leroy comme si le sol venait de s'ouvrir sous ses pieds. Le juge se tourne vers moi. Maître, dit-il, souhaitez-vous clarifier la situation ? Tous les yeux de la pièce sont braqués sur moi. Je ne veux pas de ça. Je veux être dans ma voiture, roulant vers l'ouest sur la 4, les fenêtres baissées, ce dîner rapetissant dans mon rétroviseur. Je ne suis pas venu ici pour faire un scandale. Je suis venu ici pour Baptiste. Mais Richard Leroy vient de me poser une question directe. Et j'ai dit à ma mère la seule chose sur laquelle je ne ferai aucun compromis. Je ne mentirai pas si quelqu'un me pose la question directement. C'est exact, dis-je. Ma voix est assurée. Je ne la hausse pas. Je suis avocate en contentieux au cabinet Lefebvre et Martin. Droit public. J'ai eu le privilège de plaider 2 affaires devant la cour du président Leroy. La tête de Manon se tourne brusquement vers Patricia. Attendez, vous êtes avocate ? La voix de Patricia sort, aiguë et étirée. Richard, je suis sûre qu'il y a plein d'Amélie Dancourt. Patricia. Le ton de Richard porte le poids de 30 ans d'autorité judiciaire. Il n'y a pas beaucoup d'Amélie Dancourt qui ont gagné une affaire de droit civique à la cour d'appel il y a 5 mois. Cette plaidoirie était l'une des meilleures que j'ai entendues d'un avocat cette décennie. Je lui ai serré la main dans le couloir juste après. Silence. Puis Marguerite, doucement, vous nous avez dit qu'elle faisait du travail administratif. Patricia ne répond pas. Sa bouche s'ouvre, puis se ferme. Ses yeux sont vitreux, non pas de larmes, mais du regard frénétique d'un animal traqué qui voit sa construction s'effondrer en temps réel. Le visage de Baptiste est blanc comme un linge. Il me regarde comme si je l'avais trahi. Pas Patricia, moi. Parce que dans son monde, maintenir l'illusion en vie, c'est de la loyauté, et dire la vérité, c'est une trahison. Je ne suis pas venu ici pour faire une scène, dis-je. Et je le pense vraiment. Je suis venu fêter tes fiançailles, Baptiste. Le père de ta fiancée m'a reconnu. C'est tout ce qui s'est passé. Denis, depuis le bout de la table, murmure, elle dit la vérité.
Personne ne le regarde. Personne ne le fait jamais. Marguerite Leroy pose sa serviette et croise les mains. Quand elle parle, sa voix est calme, mesurée, et absolument impitoyable. Patricia, vous nous avez dit que votre fille travaillait dans l'administration d'un bureau. Patricia s'agrippe au bord de la table. Je ne voulais pas qu'Amélie se sente obligée de parler de sa carrière. Elle est très discrète. Ce n'est pas la même chose que de mentir à ce sujet. La voix de Manon est calme mais ferme. Elle regarde Patricia comme on regarde quelqu'un qu'on voit pour la première fois. Pas l'image, mais la machinerie derrière. Baptiste intervient. Écoutez, on ne pourrait pas juste reprendre le dîner? Il ne s'agit pas d'Amélie. Marguerite se tourne lentement vers lui. En fait, Baptiste, il semble que beaucoup de choses ce soir aient eu pour but de créer une image bien particulière. Les mots tombent comme des pierres jetées dans une eau calme. Onde. 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 Patricia bascule dans les larmes. J'ai déjà vu ça. La façon dont elle peut passer du contrôle à l'effondrement, de commandante à victime, en l'espace d'une seule respiration. Son menton tremble. Sa voix se brise. Je voulais juste que ce soir soit parfait pour mon fils. Est-ce si mal? Est-ce mal pour une mère de vouloir le meilleur pour son enfant? Marguerite ne scie pas. Personne ne remet en question votre amour pour votre fils, Patricia. Nous nous demandons pourquoi vous avez ressenti le besoin de rabaisser votre fille pour l'exprimer. Richard se rassied. Il reprend sa fourchette. Calme. Terminé. Il a exposé les faits et s'est retiré de son banc, laissant les preuves parler d'elles-mêmes. Il croise mon regard de l'autre côté de la table et me fait un très léger signe de tête. Ce n'est pas pour me féliciter. Ce n'est pas triomphal. C'est le signe de tête que vous adressez à quelqu'un quand les pendules ont été remises à l'heure et que vous faites confiance à la vérité pour faire le reste. Baptiste repousse brutalement sa chaise et se tourne vers moi. Pourquoi tu ne pouvais pas juste te taire pour une soirée, Amélie? Une seule soirée. C'est tout ce que je demandais. Je regarde mon petit frère, le garçon à qui j'ai appris à faire du vélo, le garçon que je faisais réviser la veille de chaque contrôle. Le garçon qui se tient dans la salle à manger de notre mère, furieux contre moi d'avoir dit la vérité quand on me l'a demandé. Baptiste, je me suis tue toute la soirée. Je me suis assise où maman m'a dit de m'asseoir. J'ai dit ce que maman m'a dit de dire. Le juge Leroy m'a posé une question directe. J'y ai répondu honnêtement. Tu aurais pu juste dire que tu travaillais dans un bureau. Manon intervient, d'une voix douce mais tranchante. Baptiste, es-tu en train de demander à ta sœur de mentir? Il s'arrête, ouvre la bouche, la referme. Parce que si c'est le cas, continue Manon, il faut que je comprenne quelque chose. Savais-tu que ta mère mentait au sujet d'Amélie? La table retient son souffle. Même Patricia s'arrête de pleurer. Baptiste déglutit. C'est juste comme ça qu'est maman. Elle ne pensait pas à mal. Manon le fixe. Je vois quelque chose basculer dans ses yeux. Pas de la colère, pas encore. Mais la première secousse d'un tremblement de terre qui n'a pas encore atteint la surface. Patricia, sentant le sol s'incliner, cherche la main de Manon. Ma chérie, je t'adore. Ce n'était qu'un petit malentendu. Patricia. La voix de Marguerite est une porte qui se ferme. Laissez votre fils répondre à la question. Baptiste regarde Manon, puis Patricia, puis moi. Il cherche le scénario. Celui que Patricia écrit toujours, celui qui lui dicte exactement quoi dire pour que tout rentre dans l'ordre. Mais il n'y a pas de scénario pour ça. Je ne pensais pas que c'était très grave, dit-il finalement. Manon retire sa main de la table. La voix de Manon est prudente maintenant. La voix de quelqu'un qui assemble des pièces de puzzle et qui n'aime pas l'image qu'elle forme. Baptiste, si ta mère a menti sur la carrière d'Amélie. Qu'en est-il de la tienne? La pièce se fige. Qu'en est-il de la mienne? La voix de Baptiste monte dans les aigus. Je t'ai dit. Ta mère t'a présenté comme directeur commercial régional, dit Manon en détachant chaque mot.
Est-ce ton vrai titre? Patricia bondit en avant. Il est sur le point d'être promu. C'est pratiquement officiel. Patricia. Richard lève une main. Pas avec force. Juste assez. La voix d'un homme qui a réduit au silence des salles bien plus bruyantes. Laissez Baptiste répondre. Baptiste fixe la nappe. Une veine bat sur sa tempe. Toute la pièce, sa mère, son père, sa sœur, sa fiancée, les parents de sa fiancée, tous attendent une simple vérité. Vendeur, dit-il, à peine plus aucun murmure. Le silence qui suit est différent des autres. Le premier silence, c'était le choc. Celui-ci est quelque chose de plus lourd. C'est le bruit d'une fondation qui craque. Manon ferme les yeux, les ouvre, se lève. Elle ne repousse pas sa chaise violemment. Elle ne hausse pas la voix. Elle pose sa serviette sur la table avec la précision soigneuse de quelqu'un qui sait que la façon dont on quitte une pièce compte. Je crois que j'ai besoin de prendre l'air, dit-elle. Manon. Baptiste tend la main vers elle. Ne fais pas ça. Un seul mot. Calme. Définitif. Elle se dirige vers la porte d'entrée. Marguerite se lève, serre l'épaule de Richard, et suit sa fille. Et moi, je suis assise à ma place dans le coin, observant le désastre. Et je ressens quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ni satisfaction, ni revanche. De la peine. Parce qu'il n'a jamais été question de savoir si j'avais raison. Il était question de ma mère, tellement terrifiée par la vérité qu'elle a construit un château entier fait de mensonges. Et ce soir, un juge a posé une simple question, et tout s'est effondré. Patricia se lève. Les larmes coulent à flot maintenant. Les vrais se mélangent à la mise en scène. Impossible de faire la différence. J'ai fait ça pour Baptiste. Sa voix se brise. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille. Je voulais que nous soyons sous notre meilleur jour. Je voulais que Richard et Marguerite voient que nous sommes. Que nous sommes des gens bien, que nous sommes à la hauteur. Elle me pointe du doigt. Sa main tremble. Et toi? Tu dois toujours tout gâcher. Tu dois toujours être le centre de l'attention. Même ce soir, même quand je t'ai supplié. Maman. Ma voix est calme, posée, la voix que j'utilise au tribunal quand l'avocat adverse crie. Je n'ai rien gâché du tout. Je me suis assise où tu m'as dit de m'asseoir. J'ai dit ce que tu m'as dit de dire. J'ai été présentée comme employée de bureau et je ne l'ai pas corrigé. Le juge Leroy m'a reconnu parce que je me tenais dans sa salle d'audience il y a 5 mois et que j'y ai fait mon travail. Ce n'est pas quelque chose que je t'ai fait. C'est quelque chose qui s'est produit. Mais tu aurais pu. Aurais pu quoi? Mentir à un magistrat sur mon identité en sa présence? Elle n'a aucune réponse à cela. La logique est implacable, et elle le sait. Denis se lève. Tout le monde le regarde. Peut-être pour la première fois de la soirée. Sa voix est rouillée par le manque d'usage. Patricia, peut-être qu'on devrait juste se taire. Denis. Il se rassied, replie sa serviette, disparaît de nouveau. Richard n'a pas bougé. Il est assis, les mains croisées, observant avec l'expression patiente et impassible d'un homme qui a vu des gens s'effondrer à la barre des témoins pendant 3 décennies. Il n'intervient pas. Les preuves ont été présentées. Le témoignage a été donné. Le verdict s'écrit tout seul. Je regarde ma mère et je vois, sous la fureur, sous les larmes, de la peur pure et non diluée. Elle n'est pas en colère contre moi. Elle est terrifiée à l'idée d'être démasquée. Marguerite revient seule de l'entrée. Manon est dehors. Le bruit d'une portière de voiture qui s'ouvre dérive à travers la fenêtre. Marguerite marche vers la table. Elle ne s'assoit pas. Elle reste debout, les mains posées sur le dossier de sa chaise, et s'adresse à Patricia avec l'autorité tranquille d'une femme qui a passé 40 ans mariée à un magistrat et qui sait exactement comment séparer les faits du théâtre. Patricia, je veux m'assurer d'avoir bien compris. Vous nous avez dit que votre fille travaillait dans l'administration. En réalité, elle est avocate en contentieux dans un grand cabinet parisien.
Vous nous avez dit que votre fils était directeur commercial régional. En réalité, il est vendeur. Et vous avez donné pour instruction à votre fille de garder le silence sur sa carrière lors d'un dîner spécifiquement organisé pour que nos familles fassent connaissance. Patricia ouvre la bouche. Aucun son n'en sort. Y a-t-il autre chose, continue Marguerite, que nous devrions savoir? La question pèse lourd. Définitive. Patricia secoue la tête, un petit mouvement de défaite. Richard se lève, boutonne sa veste. Ça aura été une sacrée soirée, dit-il. Aucune méchanceté, aucun sarcasme, juste la précision lasse d'un homme qui en a assez entendu. Merci pour le dîner, Patricia. Denis. Il tend la main à Denis. Denis la serre, les yeux baissés. Puis Richard se tourne vers moi. Il traverse la salle à manger, s'arrête devant ma chaise dans le coin, et me tend la main. Maître Dancourt, c'était un plaisir de vous revoir. Je me lève, je lui serre la main. Merci, Monsieur le Président. Nous devrions y aller, dit Marguerite. Il se dirige vers la porte. Manon est déjà assise sur la banquette arrière de leur voiture, le regard fixé droit devant elle. Baptiste reste figé au milieu de la salle à manger. Il regarde les chaises vides, les assiettes entamées, les fleurs qui sentent toujours cher, et la soirée de sa mère, maintenant en miettes sur la nappe en lin blanc. Je me lève, je plie ma serviette, je la place soigneusement à côté de mon assiette, parce que la façon dont on quitte une pièce compte. Je regarde Patricia. Elle est assise en bout de table, le maquillage coulant, les mains à plat sur le tissu comme si elle essayait de maintenir la surface du monde uni. Maman. Ma voix ne tremble pas. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais ce soir est la dernière fois que je m'assois à une table où je dois prétendre être quelqu'un d'autre. Elle tressaille comme si je l'avais frappée. Mais je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas levé la main. J'ai seulement dit ce qui est vrai. Je n'ai pas honte de qui je suis, je continue. Je n'aurai pas honte. Et je ne viendrai plus à aucune réunion où tu as besoin que je sois plus petite pour que quelqu'un d'autre ait l'air plus grand. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Et j'ai fini d'y participer. Je me tourne vers Baptiste. Il se tient près de sa chaise, les bras ballants, perdu. Baptiste, félicitations pour tes fiançailles. Je le pense vraiment. J'espère que toi et Manon arriverez à arranger les choses. Mais si tu me veux dans ta vie, tu dois m'appeler toi-même. Pas par l'intermédiaire de maman. Pas selon ses conditions. Les tiennes. Il ne répond pas. Sa mâchoire s'articule, mais aucun son ne sort. Je me tourne vers les Leroy, qui se tiennent près de la porte d'entrée. Richard. Marguerite. Je m'excuse pour la perturbation de ce soir. C'était sincèrement merveilleux de vous voir. Marguerite tend le bras et me serre le bras. Aucune excuse n'est nécessaire, Amélie. Richard acquiesce. Prenez soin de vous, maître. Je prends mon blazer dans le placard de l'entrée, le bleu marine que j'ai choisi ce matin sans savoir pourquoi. Maintenant je sais. Je sors par la porte d'entrée. Elle se referme doucement derrière moi. Pas un claquement, juste le son calme et certain de quelqu'un qui part selon ses propres termes. Je n'ai descendu que 3 marches du porche quand je l'entends. Ou plutôt, que je ne l'entends pas. Pas de bruit de pas derrière moi. Personne n'appelant mon nom. La lumière du porche allonge mon ombre sur l'allée. Et je suis la seule ombre présente. À l'intérieur, j'imagine la scène que je laisse derrière moi. Le saumon à moitié mangé qui refroidit sur la belle porcelaine. Le vase en cristal avec ses fleurs chères. Patricia seule au bout d'une table dressée pour 8. Le mascara traçant des lignes sombres sur ses joues. J'entends des voix à travers la fenêtre, étouffées mais distinctes. La portière de la voiture de Manon qui claque. La voix de Baptiste, Manon, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. La voix de Manon, mesurée et finale, Baptiste, tu es resté assis là toute la soirée à laisser ta mère mentir. Sur ta sœur. Sur toi. J'ai besoin de temps. Un moteur démarre.
Les phares balaient la pelouse. Alors que la voiture des Leroy recule dans l'allée, Manon est à l'arrière. Elle ne fait pas de signe de la main. Baptiste se tient sur le porche derrière moi. Je l'entends, mais je ne me retourne pas. Je marche vers ma voiture, les clés déjà à la main. Amélie. Sa voix se brise. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire, hein? J'ouvre la portière de ma voiture, je me tourne pour lui faire face. Mon petit frère, debout sous la lumière du porche dans son chino et son polo, ayant l'air plus petit que je ne l'ai jamais vu. J'ai répondu à une question. Honnêtement, Baptiste. C'est tout ce que j'ai fait. Il retourne à l'intérieur. La porte se referme sèchement. Je m'assois sur le siège conducteur, clé dans le contact, les mains sur le volant à 10h10. Mon reflet m'observe depuis le pare-brise sombre, posé, calme, assuré. Puis le moteur vrombit, et je sors de l'allée. Et pour la première fois en 34 ans, je ne pars pas en me sentant minuscule. Je viens de sortir de la maison de ma mère pour la première fois la tête haute. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que les jours suivants, c'est là que les vraies conséquences ont frappé. Avant de vous dire ce qui s'est passé, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire ce soir, partagez-la avec lui. Et si vous avez déjà dû vous éloigner d'une table où l'on ne vous autorisait pas à être vous-même, tapez « Je suis parti aussi » dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé quand j'ai regardé mon téléphone le lendemain matin. L'autoroute est vide à cette heure-ci. Juste moi, les lignes blanches, et 2 heures d'obscurité jusqu'à Paris qui s'étendent devant moi. Mes mains tremblent sur le volant. Pas de peur, d'adrénaline. Le genre qui frappe après avoir été calme pendant si longtemps que votre corps avait oublié qu'il était censé trembler. Je n'allume pas la radio. Je n'appelle personne. Je me contente de rouler. Passer les fermes, passer les zones commerciales, passer la sortie où je pense toujours à faire demi-tour. Et ce soir, je n'y jette même pas un coup d'œil. Quelque part près de Marne-la-Vallée, les larmes arrivent. Pas du genre dramatique, juste une fuite silencieuse qui brouille la route pendant quelques secondes jusqu'à ce que je cligne des yeux pour l'éclaircir. Je ne pleure pas parce qu'ils m'ont blessé. Je pleure parce que ce soir, j'ai enfin arrêté de faire semblant que ça ne me blessait pas. Je repense au dîner que je voulais. Une soirée normale, une assiette de nourriture, un verre de vin et une conversation où quelqu'un pose des questions sur ma vie et écoute vraiment. Je repense à l'idée d'être assise à côté de mon frère, de trinquer, de dire félicitations et de le penser vraiment. Je repense à ma mère me présentant, juste une fois, une seule fois, autrement que comme une note de bas de page. Mais ce dîner n'existe pas. Il n'a jamais existé, parce que Patricia ne donnait pas un repas de famille ce soir. Elle mettait en scène une pièce de théâtre, et j'étais castée comme figurante dans l'histoire de ma propre famille. Je me gare dans le parking de ma résidence à Boulogne-Billancourt un peu après 23h. Je coupe le moteur, je m'assois dans le parking sombre, et je respire. Mon téléphone est sur le siège passager. Je ne l'ai pas regardé depuis Provins. L'écran brille de notifications. 14 messages non lus. Je le prends, je fixe le chiffre. 14. Je le pose face contre le siège et je rentre chez moi. Les messages attendront demain matin. Ce soir, je vais dormir dans une pièce où personne n'a besoin que je me taise. Samedi matin, un café, la lumière du soleil à travers la fenêtre de la cuisine. Je m'assois au bar et j'ouvre mon téléphone. Patricia, 3 messages. Le premier envoyé à 21h47, tu as tout gâché ce soir. Le deuxième à 22h22, Manon ne veut pas répondre aux appels de Baptiste. Le troisième à 23h08, j'espère que tu es heureuse. Je les lis 2 fois. Je repose le téléphone. Je prends mon café. Baptiste, 4 messages, merci beaucoup, Amélie. Manon veut qu'on parle. Elle est bouleversée. Maman est dévastée, elle n'arrête pas de pleurer. Et le dernier, envoyé à minuit, tu aurais pu juste te taire. Je fixe ce dernier message pendant un long moment. Tu aurais pu juste te taire. La devise familiale. Le credo des Dancourt.
Reste silencieuse. Reste petite. Ne fais pas de vagues. Le prix de l'appartenance, c'est la disparition. Et le prix à payer pour être présente, c'est de s'entendre dire qu'on prend trop de place. Denis. Un message envoyé à 6h14. Mon père, réveillé à l'aube, tapant ce qu'il n'a pas pu dire en 34 ans de silence. Je suis désolée, Amélie. 4 mots de plus qu'il ne m'en a donné en une décennie. Puis un numéro que je ne reconnais pas, indicatif de l'Île-de-France. Amélie, c'est Manon. Je suis tellement désolée pour hier soir. Je n'en avais aucune idée. Seriez-vous d'accord pour qu'on prenne un café cette semaine? J'aimerais beaucoup vous parler. Et un de plus, d'un numéro que Marguerite Leroy a laissé à Manon pour me le transmettre. Chère Amélie, votre sang-froid hier soir était remarquable. Richard et moi serions heureux de vous avoir à dîner un de ces jours, juste vous. Chaleureusement, Marguerite. Je pose le téléphone, je reste assise dans ma cuisine silencieuse, la lumière du soleil sur le plan de travail, le café refroidissant entre mes mains. 14 messages, les retombées pour 2 familles. Et quelque part dans les décombres, 2 femmes que je connais à peine, qui m'ont vu plus clairement en une soirée que ma propre mère en 34 ans. Mardi après-midi, un café à Saint-Germain-des-Prés. Mur en briques, poutres apparentes, le sifflement d'une machine à expresso. Manon est déjà à une table dans un coin quand j'arrive. Ses yeux sont rougis. Elle n'a pas dormi. Merci d'avoir accepté de me voir, dit-elle. Bien sûr. Elle enroule ses 2 mains autour de sa tasse comme pour se réchauffer, même si on est en juin. Je dois vous dire quelque chose, et j'ai besoin que vous l'entendiez de ma bouche. J'attends. Votre mère a dit à mes parents avant le dîner, il y a des mois, que vous n'étiez pas proche de la famille. Elle a sous-entendu. Manon fait une pause, choisit ses mots avec soin. Elle a sous-entendu que vous aviez des problèmes psychologiques. Elle n'a jamais utilisé le mot instable, mais elle a tourné autour au point que mon père a eu l'impression que vous étiez quelqu'un dont il fallait se méfier. Les mots atterrissent doucement. Je les encaisse. C'est pour ça que mon père était si surpris de vous voir à table, continue Manon. Il s'attendait à voir quelqu'un de fragile. Au lieu de ça, il a vu quelqu'un qu'il avait personnellement complimenté dans son propre tribunal. J'acquiesce lentement. Je ne savais pas qu'elle avait dit ça. Je m'en doutais. Manon regarde son café. Et il y a pire. Baptiste était au courant de tout. Le titre du poste, ce qu'elle a dit à mes parents sur vous. Il l'a admis après votre départ. Il a dit, sa voix se crispe, c'est juste comme ça qu'est maman. La phrase la plus dangereuse dans n'importe quelle famille. C'est juste comme ça qu'ils sont. Le passe-droit universel pour les pires comportements, signé au nom de l'amour. Manon, j'espère que tu ne penses pas qu'une once de tout cela est de ta faute. Elle secoue la tête. Non. Mais je réévalue beaucoup de choses. Elle lève les yeux vers moi. Comment fait-on pour séparer l'homme de sa mère? Je soutiens son regard. C'est bien la question, n'est-ce pas? Manon repose sa tasse. Amélie, soyez honnête avec moi. Est-ce que Baptiste est quelqu'un de bien? Pas la version que sa mère essaie de vendre. Le vrai Baptiste. Je m'adosse à ma chaise. C'est la question que j'attendais. Celle qui vit dans l'espace entre la loyauté et la vérité. J'ai été formée à répondre à des questions difficiles pour gagner ma vie, mais celle-ci résonne différemment quand la barre des témoins est une table de café, et que le jury est la fiancée de votre frère. Je prends mon temps. Baptiste n'est pas cruel, dis-je. Il n'a jamais été cruel. C'était un enfant adorable. Il avait l'habitude de me dessiner des cartes d'anniversaire avec des crayons de couleur, des dinosaures surtout, parce qu'il savait que j'aimais ça. Les yeux de Manon s'adoucissent. Mais il est passif, je continue. Il a grandi dans une maison où maman contrôlait l'histoire. Et il a appris très tôt que le rôle le plus facile était celui qu'elle avait écrit pour lui. Le fil en or, celui qui dit toujours oui. Il n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit parce que Patricia se battait pour lui. Et se battre, ça voulait dire mentir. Et mentir,
Ça voulait dire que tout le monde devait rapetisser. Je fais une pause. Je respire. Ce n'est pas une mauvaise personne, Manon. Mais la passivité face au mensonge, ce n'est pas de la loyauté. C'est de la complicité. Et tu mérites quelqu'un qui te choisisse, pas quelqu'un qui laisse sa mère choisir pour lui. Les yeux de Manon se remplissent de larmes. Elle cligne des yeux très forts. Merci de me dire la vérité. C'est la seule chose que je sais encore faire. Elle rit presque. Presque. Encore une chose. Votre mère m'a appelé ce matin. Elle a dit que toute cette situation était de votre faute, que vous aviez toujours été jalouse de Baptiste. Je souris. Pas amèrement, juste le sourire fatigué de quelqu'un qui a entendu toutes les versions du même mensonge. Oui, dis-je, c'est tout à fait le genre de choses qu'elle dirait. Nous finissons notre café, elle me serre fort dans ses bras à la porte, une vraie étreinte. Une semaine après le dîner, dimanche soir. Je prends mon téléphone et je compose le numéro de Patricia. Elle décroche à la première sonnerie. Amélie, tu appelles pour t'excuser. Non, maman. J'appelle pour te dire ce qui va changer. Silence. La télévision murmure en fond. Denis est probablement dans son fauteuil. La maison a probablement exactement le même aspect. La même cheminée, les mêmes 5 photos de Baptiste, la même photo unique de moi cachée derrière le vase. Je ne viendrai plus à aucun événement familial où on me demande de cacher qui je suis, dis-je. Je ne répondrai plus aux appels à 2 heures du matin me disant de la fermer. Je ne me présenterai pas comme quelqu'un que je ne suis pas pour te rassurer. Tu me punis. Je me protège. Ce sont 2 choses différentes. Amélie, je suis ta mère. Je sais. Et je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais j'aime qui je suis plus que la version de moi dont tu as besoin que je sois. Et je ne peux pas continuer à choisir ton confort au détriment de mon existence. Je l'entends respirer, de façon saccadée, luttant. Je décrocherai toujours le téléphone quand tu appelleras, dis-je. Mais la conversation doit être vraie. Pas de scénario, pas de rôle, pas de faire semblant d'être moins que ce que je suis pour que Baptiste puisse être plus. Si c'est quelque chose que tu peux faire, alors je suis là. Si ça ne l'est pas, alors je t'aimerai toujours, maman. Mais je t'aimerai de loin. Elle pleure. Je pleure aussi. Doucement, du genre qui ne fait pas de bruit mais qui brûle tout du long. Je voulais juste que Baptiste ait une belle vie, murmure-t-elle. Je sais. Mais pas au prix de la mienne. Je laisse le silence s'installer. Puis, bonne nuit, maman. Je raccroche, je pose le téléphone face contre table, j'expire. L'appartement est silencieux, et pour une fois, ce silence me semble appartenir à moi seul. 3 mois passent. Voici ce qui arrive. Manon repousse les fiançailles. Pas une rupture, une pause. Elle dit à Baptiste qu'elle a besoin de voir qui il est sans le scénario de sa mère. Elle lui demande de commencer une thérapie. À sa surprise, et à la mienne, il accepte. Baptiste m'appelle un mardi de septembre. C'est la première fois qu'il m'appelle sans que Patricia ne l'y pousse. La conversation est courte, maladroite, pleine de longs silences. Il ne s'excuse pas, mais il dit « Je vois quelqu'un, un psy ». Elle me fait regarder des trucs que je n'ai pas envie de regarder. Et puis, je ne savais pas que maman avait dit aux parents de Manon que tu avais des problèmes psy. Je te jure que je ne savais pas cette partie-là. Je le crois sur ce point. Patricia reste silencieuse. 6 semaines de vide. Pas d'appel, pas de message passif-agressif sur le groupe familial. Pour la première fois de ma vie, le silence en provenance de Provins est volontaire, et il n'est pas de mon fait, il est du sien. Puis un message, court, sans ponctuation, sans tentative de culpabilisation, juste, tu me manques. Je réponds, tu me manques aussi, mais j'ai besoin que tu respectes ce que j'ai demandé. Elle ne répond pas. Pas encore. Denis appelle. Je manque de faire tomber mon téléphone quand je vois son nom sur l'écran. Il m'a appelé peut-être 5 fois en 10 ans.
Sa voix est rocailleuse, incertaine, comme un homme parlant une langue qu'il a connue mais qu'il a en grande partie oubliée. J'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps, dit-il. À ce dîner. Et à tous les dîners d'avant. Oui, papa. Tu aurais dû. Je suis désolée, Amélie. Merci. Nous parlons pendant 4 minutes de plus, de tout et de rien. La météo, les azalées dans le jardin, un oiseau qui n'arrête pas de taper contre la vitre de la cuisine. C'est peu, mais c'est la première fois qu'il m'appelle juste pour entendre ma voix. C'est un début. Octobre. Mon téléphone sonne un samedi après-midi. L'identifiant affiche Marguerite Leroy. Amélie, j'espère que je ne vous dérange pas, pas du tout. Richard et moi serions ravis de vous avoir à dîner le week-end prochain. Rien de formel, juste de la bonne nourriture et de la bonne compagnie. Manon sera là. J'hésite. Marguerite, je ne veux pas compliquer les choses pour Manon et Baptiste. Ma chérie, cette invitation est pour vous. Ça n'a rien à voir avec Baptiste. J'accepte. Et le samedi suivant, je fais 30 minutes de route jusqu'à la maison des Leroy à Versailles, une belle maison chaleureuse avec une grande véranda et une cuisine qui sent l'ail rôti et le pain frais. Pas de marque-place, pas de scénario, pas de places à signer. Richard sert le vin et me pose des questions sur mes dossiers en cours. Marguerite me demande comment est mon appartement, mon quartier, si j'ai trouvé un bon pressing. Manon me dit que Baptiste fait des progrès en thérapie, lentement, mais qu'il fait des efforts. Il m'a appelé la semaine dernière, dis-je. De lui-même. Manon sourit. Je sais. Il me l'a dit. Nous mangeons à une table ronde. Pas de place en bout de table, pas de coin. Marguerite me passe la corbeille de pain et dit quelque chose de si simple que ça me bouleverse presque. Amélie, dans cette maison, vous n'avez jamais besoin d'être quelqu'un d'autre que vous-même. Je baisse les yeux sur mon assiette. Je cligne fort des yeux. Je respire. J'ai plaidé devant des juges importants. J'ai gagné des procès qui ont changé la vie de gens. J'ai tenu bon lors de contre-interrogatoires, dans des tribunaux hostiles, face à des appels téléphoniques à 2 heures du matin conçus pour me rendre minuscule. Mais une seule phrase bienveillante à une table à manger où je n'ai pas à disparaître. C'est la chose qui me brise l'armure. Merci, dis-je. Et je le pense plus que je n'ai jamais pensé ce mot. Je rentre de chez les Leroy avec les fenêtres baissées. L'air d'octobre, frais et vif, sentant les feuilles mortes et le feu de bois. La radio est allumée, une musique douce, quelque chose qui ne m'oblige pas à réfléchir. Je me laisse simplement porter par l'autoroute. Pendant 34 ans, j'ai cru que la famille, ça voulait dire l'endurance. J'ai cru que l'amour, ça voulait dire la contorsion. Se plier à n'importe quelle forme dont les gens autour de vous avaient besoin. Même si cette forme était si petite que vous ne pouviez plus respirer. Je croyais que si je venais assez souvent, si je ravalais assez de mots, si j'étais patiente, silencieuse et sage, ma mère finirait par me voir, la vraie moi. Pas la version dont elle avait besoin. Mais ce soir, je me suis assise à une autre table. Une table où personne ne m'a demandé de me faire toute petite. Où personne n'a changé de sujet quand j'ai pris la parole. Où une femme que je connais à peine m'a tendu une corbeille de pain et m'a dit que j'étais suffisante. Et je réalise que c'est ce que je cherchais depuis tout ce temps. Pas des applaudissements, pas de la reconnaissance, pas un trophée ou un discours. Juste une place à une table où je peux être moi-même sans avoir à m'en excuser. Poser une limite, ce n'est pas partir. Ce n'est pas de la cruauté. Ce n'est pas une punition. C'est dire, je suis toujours là. Je suis toujours présente, mais je ne disparaîtrai plus pour que vous puissiez être à l'aise. L'autoroute bourdonne sous mes roues. Les lumières de Paris brillent à l'horizon. Mon téléphone est silencieux dans ma poche, non pas parce que personne ne s'intéresse à moi, mais parce que les personnes qui s'y intéressent sont les bonnes. Je me gare dans mon parking, coupe le moteur, m'assois dans le silence. Mais pour une fois, le silence n'est pas une absence. Ce n'est pas le silence d'être effacé, interrompu ou caché derrière un vase sur une cheminée. Ce silence est un repos, et c'est le mien. Un mardi de novembre.
Je suis à mon bureau en train de revoir des retranscriptions d'audition quand mon téléphone vibre. Je jette un œil à l'écran. Maman. Je le fixe pendant 2 sonneries. 3. Mon pouce hésite. Je décroche. Maman. Une pause assez longue pour que je vérifie si l'appel n'a pas coupé. Puis, la voix de Patricia. Plus petite que je ne l'ai jamais entendue. Dépouillée de son vernis habituel et de son autorité. Comme quelqu'un qui a répété une phrase pendant des semaines et qui est terrifié à l'idée de se tromper. J'aimerais que tu me parles de ton travail, dit-elle. Si tu as envie de m'en parler. Je ferme les yeux, je m'adosse à mon fauteuil, je ressens le poids de chaque question restée sans réponse, de chaque conversation détournée, de chaque appel dominical où elle changeait de sujet avant que je puisse finir ma phrase. Est-ce que tu le penses vraiment, je demande. J'essaie, Amélie. 3 mots. Fragile comme du verre. D'accord, dis-je. Je travaille sur une nouvelle affaire. Une affaire de discrimination au travail. L'audience est dans 2 semaines. Est-ce que c'est devant le même juge? Celui du dîner? Non, c'est un autre magistrat cette fois. Oh. Un temps d'arrêt. Est-ce que tu es prête? C'est une si petite question. Une question normale. Le genre de question que les mères posent à leurs filles 1 millier de fois, à propos de contrôle à l'école, d'entretien d'embauche, de premier rendez-vous et d'audience au tribunal. Et Patricia la pose pour la première fois de ma vie d'adulte. J'y travaille, dis-je. D'accord. Eh bien, je suis sûre que tu vas très bien t'en sortir. Pas de redirection vers Baptiste, pas de changement de sujet, pas de note de bas de page. Juste ma mère à l'autre bout du fil, qui écoute. Merci, maman. Amélie. Oui. Je ne sais pas encore comment faire ça. Mais j'ai envie d'apprendre. Je presse la paume de ma main contre mes yeux. Alors, voici ce que je veux vous laisser en conclusion. Si vous êtes assis à une table, n'importe quelle table, dîner de fête, brunch du dimanche, groupe WhatsApp familiaux où le prix d'entrée est de vous rendre plus petit, je veux que vous sachiez que vous n'avez pas à le payer. La vérité n'est pas une vengeance. La vérité est une fondation. Et si quelqu'un dans votre vie a besoin que vous mentiez sur qui vous êtes pour qu'il se sente à l'aise, ça, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Et à la seconde où vous arrêterez d'y participer, vous découvrirez très vite qui vous aime vraiment, et qui aime seulement la version de vous qu'ils ont fabriquée. Je n'ai pas perdu ma mère ce soir-là, à table. J'ai perdu la mise en scène. J'ai perdu le rôle que j'avais joué pendant 34 ans. La fille silencieuse, la sœur invisible, la femme qui fait 2 heures de route pour s'asseoir dans un coin et ne rien dire. Et elle ne me manque pas. Cette version de moi ne me manque pas du tout. Ma carte de visite trône toujours sur mon bureau, Amélie Dancourt, avocate collaboratrice, cabinet Lefebvre et Martin. Mais pour la première fois, je n'ai plus besoin que quelqu'un la lise pour savoir qui je suis. Je sais qui je suis. Je l'ai toujours su. Il a juste fallu une réponse honnête à une seule table pour que le reste du monde le découvre. Patricia et moi nous parlons prudemment, lentement, comme 2 personnes qui apprennent une langue qu'aucune de nous n'a jamais parlé. La langue de la vérité sans mise en scène. Je ne sais pas si elle y arrivera un jour, mais elle l'a demandé. Et c'est déjà quelque chose. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Et c'est moi qui en ai la clé.